échange assez matinal sur un thème très vaste, le thème du management. Et d'ailleurs, la question était comment s'y retrouver. Je suis Bertrand Sanson, je suis consultant chez Oasis Mobilisation. Notre cabinet de conseil et de formation accompagne les entreprises et les organisations dans leurs projets de transformation, que ce soit sur une vision partagée, un projet stratégique, un projet de développement du management ou de mobilisation des équipes. Un grand merci à François Dupuis d'avoir accepté notre invitation à débattre sur le thème du management. François est sociologue des organisations. Son parcours est jalonné de nombreux travaux et de missions de recherche dans les entreprises et les organisations. François est également enseignant et auteur. Il a publié récemment « On ne change pas les entreprises par décret ». C'est un titre qui rend aussi un hommage discret, subtil à son père spirituel, Michel Crozier. Et cet ouvrage clôt la fameuse trilogie Lost in Management, débuté en 2011 avec le livre du même titre, suivi en 2015 par La faillite de la pensée managériale. Alors, notre webinaire se décompose en 4 temps forts, 4 parties. Première partie, qu'est-ce que le management? Comment le définir aujourd'hui? Deuxième partie, comment les managers vivent le management? Que disent les managers de leur rôle et de leur pratique pour atteindre les objectifs? La troisième partie sera consacrée à la formation des managers. Autrement dit, pourquoi faire, sur quelles compétences clés il faut les accompagner pour devenir de bons managers dans un environnement toujours plus incertain et complexe. Et enfin, la dernière partie, former les managers, comment faire, autrement dit, quelles actions de développement du management faut-il mettre en place pour répondre à leurs besoins. Pour participer à ce webinaire qui va durer 1 heure, quelques consignes que vous connaissez sûrement pour la plupart d'entre vous, quelques consignes pour interagir avec nous durant cette conférence. La première, vous pouvez utiliser le chat pour nous adresser vos questions et vos remarques. Sur la partie droite de l'écran, vous voyez apparaître l'onglet chat. Et lorsque on vous sollicitera, vous pourrez également participer à un sondage et vous utiliserez donc l'onglet sondage pour répondre aux questions en live que nous vous adresserons. Entrons dans le vif du sujet. Le management, c'est l'un des thèmes les plus partagés sur le web. D'ailleurs, faites le test. Quand vous saisissez le mot management dans le moteur de recherche, on obtient plus de 3,7 milliards de résultats. C'est dire l'ampleur du sujet qu'il faut traiter en 1 heure. Et d'ailleurs, la première question s'adresse à vous, les participants. Vous êtes un peu plus de 200 en ligne. Pour vous, manager en un mot, c'est quoi? Un seul mot que vous pouvez saisir maintenant directement dans l'onglet chat du webinaire. Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre à cette question directement dans l'onglet et je reviens vers vous immédiatement après. Alors François, vous voyez comme moi les mots défiler, accompagner, développer, piloter, faire grandir, synthétiser, donner du sens à l'action. Merci pour toutes vos propositions, vos contributions. Vous pouvez d'ailleurs poursuivre. Et François, il va falloir être synthétique pour vous finalement, après ce long parcours totalement dédié à l'organisation et au management des entreprises. Comment vous définiriez, vous, le management ? Alors, je vais essayer d'être... D'abord, bonjour à tous, bien sûr. Je vais essayer d'être synthétique, mais c'est quand même une question qui est une question complexe. D'abord, je voudrais... Moi, je suis très frappé par les réponses qui sont données, qui apparaissent sur le chat ici. C'est effectivement des mots très positifs, très, je dirais presque optimistes. Et donc, je trouve ça plutôt bien, quoi. Voilà. Alors, moi, je vais donner une définition du management qui est d'un ordre un tout petit peu différent, qui est extrêmement pratique. Et après y avoir beaucoup réfléchi, après avoir beaucoup travaillé, comme vous le dites, sur le management, moi, je définis le management de la façon simple suivante. Le management, ça consiste à obtenir des gens qu'ils fassent ce que l'on souhaiterait qu'ils fassent. Voilà. Et du coup, pourquoi je trouve que cette définition a un intérêt? Parce qu'elle va tout de suite nous poser la question, OK, alors si le management, ça consiste à obtenir des gens qu'ils fassent ce que l'on souhaiterait qu'ils fassent, comment on fait
Comment on peut obtenir des gens qu'ils fassent ce que l'on souhaiterait qu'ils fassent? Et donc, ça nous pose tout de suite le problème de l'action. Alors, par rapport à ça, le management a différentes possibilités à sa disposition. Par exemple, on pourrait dire, on va se définir des valeurs et voilà, et une fois qu'on aura ces valeurs, eh bien, on va dire aux gens, voilà, on souhaite que vous vous comportiez tel que c'est écrit dans les valeurs. C'est ce qu'on appelle le management par l'injonction. Voilà. Mais ça ne marche pas toujours très bien parce que ces valeurs sont abstraites souvent par rapport au comportement réel et concret que l'on obtient, que l'on observe dans les entreprises. Donc il faut sans doute aller, le management, ça consiste à aller vers des choses plus, comment dirais-je, plus directes, ça consiste à aller vers de l'action plus pratique, si je peux m'exprimer ainsi. Et du coup, je dirais que le management, ça consiste à mettre les acteurs dans un contexte dans lequel ils vont avoir intérêt à faire ce que l'on souhaiterait qu'ils fassent. Alors je fais ici un pas de plus. Je dis mettre les gens dans un contexte dans lequel ils ont intérêt à faire ce que l'on souhaiterait qu'ils fassent. Et ici, je m'appuie sur une des données les plus fortes de la sociologie des organisations, qu'en jargon sociologique, on appelle la rationalité limitée, mais si on veut bien sortir du jargon sociologique, ça veut dire que tous les acteurs sont intelligents, intelligents au sens concret du terme, c'est-à-dire qu'ils ont tous la capacité de trouver une solution, ce qu'ils vont faire, qui est cohérente avec le contexte dans lequel on les met. C'est ça l'intelligence d'un acteur. Et par conséquent, si vous voulez à un moment donné obtenir tel ou tel ou tel comportement dans une organisation, vous avez une première question à vous poser, c'est pourquoi, à l'heure actuelle, dans mon organisation telle qu'elle est, les acteurs ne se comportent pas de cette façon-là. Ce qui veut dire que toute action de management doit partir de la connaissance. Alors, si vous arrivez à comprendre pourquoi les acteurs, au moment où vous commencez à travailler sur la question, ne se comportent pas comme vous souhaiteriez qu'ils se comportent, vous allez comprendre probablement qu'il y a une différence entre ce que vous leur dites de faire et le contexte dans lequel ils sont. Je prends un exemple simple et bête, vous allez m'excuser de prendre un exemple aussi simpliste, mais si vous dites, par exemple, voilà, par rapport à la stratégie de notre entreprise, il est capital qu'on ait une bien meilleure coopération. Très bien, donc vous dites, voilà, un comportement que je souhaite obtenir en tant que manager, c'est la coopération. Mais si en même temps, vous continuez à évaluer, rémunérer les gens sur une base strictement individuelle, vous créez une distance, une distorsion entre le message que vous envoyez aux gens, il faut coopérer, et le contexte dans lequel vous le mettez, c'est-à-dire son mode d'évaluation, de rémunération, etc. Et chaque fois qu'il y a une distorsion entre le message que vous envoyez aux gens en tant que manager et le contexte dans lequel vous les mettez, s'il y a une distorsion, l'acteur s'adaptera toujours au contexte et oubliera le message. Donc du coup, ça va vous ramener à une action extrêmement pratique. Vous, en tant que manager, vous avez compris pourquoi les acteurs ne font pas ce que vous souhaiteriez qu'ils fassent, et du coup, vous pouvez commencer à réfléchir sur quel levier je peux agir, c'est-à-dire dans quel contexte je peux les mettre pour qu'effectivement, je change leur comportement et j'arrive à obtenir petit à petit le comportement que je souhaite. Donc, vous voyez, la définition du management, ça consiste à obtenir des gens qui souhaiteraient qu'ils fassent ce que l'on souhaiterait qu'ils fassent, nous amène tout de suite vers la question de l'action, du comment on fait, qu'est-ce qui peut permettre de changer et de faire évoluer les comportements. Oui, mais c'est vrai, François, on souscrit bien évidemment à votre définition, et chez Oasis Mobilisation, on estime que pour parvenir à ce que les managers fassent ce que l'on attend qu'ils fassent, en gros, plutôt d'obtenir des gens qu'ils fassent ce que l'on attend d'eux, on se dit qu'il y a trois rôles. Il y a un premier rôle qui est de donner du sens à l'action, c'est-à-dire de relayer les orientations stratégiques de l'organisation, de la décliner dans des objectifs.
ensuite de piloter l'activité, c'est-à-dire d'être dans la co-action au quotidien, dans la supervision de l'action avec un certain nombre d'indicateurs, et enfin de faire grandir les personnes, c'est-à-dire les aider à devenir, j'allais dire, pour reprendre un peu, paraphraser votre définition, à devenir ce qu'elles devraient être dans l'action et au travail. Pour autant, on se rend compte au quotidien, vous et moi, qui sommes souvent sur le terrain auprès des managers, que c'est facile à écrire, c'est moins facile à réaliser. Et en fait, moi, j'aimerais bien, avant qu'on aille plus loin, revenir à une question qu'on avait partagée ensemble sur l'Observatoire du Management qu'on a créé en 2010 et vous êtes associés à nous en 2015 pour le développer. Et là, cette question s'adresse aux participants. D'après vous, quelle est la part de managers qui disent aimer leur métier de manager? Pour répondre à cette question-là, je vous invite à vous rendre dans l'onglet sondage. Vous avez 4 réponses possibles. Selon vous, est-ce que les managers aiment leur métier à 56, 66, 76 ou 86%? C'est une question où Jean-Pierre Foucault ne participe pas. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a simplement des perceptions. Voilà, je vous invite à formuler votre réponse et puis après, on va en débattre avec François. Alors, le résultat se stabilise. Il y a une majorité relative d'entre vous parmi vous qui estiment que les managers aiment leur métier de manager à 56%. Et figurez-vous que quand on a posé la question en 2019 aux managers, la réponse majoritaire, c'était 86% de managers aiment leur métier de manager. Alors, c'est vrai que c'est un peu surprenant. On se dit que finalement, le management aujourd'hui, vu par les managers, c'est un peu je t'aime moi non plus. Pourquoi? Parce que dans leur immense majorité, ils nous disent qu'ils aiment leur métier, mais parallèlement, ils sont 77% à être stressés dans leur quotidien. Et ils évoquent 3 grandes difficultés qui, je crois, vont vous parler à tous. La première, bien sûr, c'est la charge de travail, qui est liée notamment à l'accumulation des tâches administratives. Deuxièmement, la pression des clients qui est toujours plus forte du fait des interactions digitales qui demandent toujours plus de disponibilité et de réactivité qui font rentrer le client dans l'entreprise. Troisième cause majoritaire de stress des managers, c'est la suprématie des process et des normes qui freinent l'initiative et le sentiment de liberté. Alors François, je m'adresse de nouveau à vous. C'est des phénomènes que vous ne cessez de décrire depuis 10 ans et vous parlez même de management coercitif. Est-ce que le mot est un peu fort? Parce que le mot est fort, c'est bien. C'est-à-dire que quand je le prononce, on me dit qu'il est fort. Mais moi, je ne trouve pas qu'il est fort. Il faut expliquer ce que ça veut dire, si vous voulez. Moi, je trouve que votre sondage a une vertu. Il dit en même temps, vous l'avez rajouté après, il dit que les managers aiment leur métier. Moi, j'en suis pas surpris. Mais en même temps, ils disent que leur métier est très dur. Et quand ils parlent de stress, on pourrait aller aussi jusqu'à la souffrance au travail. Ça veut dire qu'on n'aime pas son métier. Ça veut dire que son métier produit quand même du stress, de l'angoisse, jusque, comme je l'ai dit, à la souffrance. Ici, je renvoie aux travaux de Christophe Dejour, par exemple, Paul Fockenham, sur ces phénomènes-là. Mais effectivement, je voudrais revenir sur le fait qu'ils souffrent de la suprématie des process et des normes. Et c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que si vous me donnez 2 minutes, je vais en 2 minutes résumer ce qu'a été depuis 50 ans l'évolution du management. Alors, c'est un peu un challenge de faire ça en 2 minutes. Mais on va dire ceci. Vous voyez, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on a bâti des organisations qui étaient finalement relativement confortables, d'ailleurs, qui étaient des organisations qu'on appelle en sociologie endogènes, c'est-à-dire dont les principes de fonctionnement étaient davantage tournés vers les besoins de ces organisations qu'elles n'étaient tournées vers leurs clients.
Et donc, les gens travaillaient en silo sur un mode qu'en sociologie, on appelle segmenté et séquentiel. Segmenté parce que chacun est dans son silo, séquentiel parce que B ne peut faire son travail que quand A a terminé le sien. Alors, ces organisations sont en silo, segmenté, séquentiel, tout ça, eh bien, on peut dire qu'elles étaient extrêmement protectrices pour les gens. Vous voyez, c'est intéressant à dire d'ailleurs, parce que ce que je viens de définir là, c'est du taylorisme. Et la critique du taylorisme qui a été faite par des intellectuels. Mais dans la réalité, le taylorisme, pour les cadres, on s'entend, hein, puisqu'on est en train de parler des cadres, est un système qui est un système extrêmement protecteur. Le problème, c'est que ce système segmenté, séquentiel, en silo, s'il protège bien les membres de l'organisation, produit des biens et des services de qualité relativement faible et à un coût élevé. C'est-à-dire, pour utiliser du langage industriel, détériore le QCD, comme on dit. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et ça, c'est possible lorsque vous n'êtes pas en situation de concurrence. Lorsque la concurrence commence à s'accroître, vous vous dites, et vous avez affaire à des clients qui ont plusieurs choix, bah forcément que le client, il va vous dire, moi, je ne suis pas disposé à avaler et acheter vos dérives de coûts et vos dérives de qualité. Donc, voilà, il faut se tourner vers notre fournisseur. Et du coup, petit à petit, on a un client qui veut plus pour moins. Alors, a priori, l'équation paraît absolument injouable, du plus pour moins. Donc, les entreprises ont cherché une variable d'ajustement, comme on dit quand on est poli. Et cette variable d'ajustement, ça a été l'organisation du travail. Donc, on a cherché pour casser les silos, on a cherché, parce qu'on n'y est pas vraiment parvenu, mais on a cherché pour casser les silos, à passer de ce travail en silo à du travail transversal, à de la coopération, à de la collaboration, à du fonctionnement par projet, etc., etc. Mais même si ces mots sont extrêmement positifs, ils entraînent pour les cadres des situations de travail beaucoup plus difficiles. Parce que, au lieu d'être dans un silo protecteur, du coup, vous allez, pour faire votre travail, dépendre de tout le monde. Vous allez créer effectivement des situations qui sont confrontationnelles avec les autres et vous allez créer des situations de dépendance. On sait bien que tous, nous avons horreur de dépendre de qui que ce soit. Donc, à cette époque-là, début des années 80, début du 21e siècle, on peut dire qu'on a, d'un certain point de vue, déprotégé le travail. Je parle du travail, je ne parle pas de l'emploi. Hein. Déprotégé le travail. On a mis les gens à travailler dans des situations beaucoup plus difficiles. Et la riposte des salariés et des cadres en particulier a été des formes de désinvestissement dans le travail que les DRH connaissent très bien. Moi, je me souviens, on fait des séminaires avec des DRH où je décrivais ça, qui me disaient, mais vous sous-estimez même le phénomène. On a affaire à des désinvestissements bien plus importants que ceux que vous êtes en train de décrire. Bon, alors, ce n'est pas un désinvestissement en temps, c'est un désinvestissement émotionnel, un désinvestissement de ce que l'on met de soi-même dans le travail, ou on va le formuler dans du langage managérial moderne, c'est un déficit d'engagement, on va le dire comme ça. Et ce déficit d'engagement s'est produit au moment où les entreprises avaient besoin d'un engagement maximum de leurs salariés en général et de leurs cadres en particulier. Et elles ne l'obtenaient pas. Donc, voilà. Et donc, quelle a été, alors à ce moment-là, la réaction des entreprises? Eh bien, ça a été la coercition. C'est-à-dire, puisque je n'arrive pas à obtenir l'engagement des gens, eh bien, je vais essayer d'utiliser ce que l'on appelle les outils de management, essentiellement les process, les indicateurs de performance et les systèmes de reporting, pour contrôler non seulement ce que font les gens, c'est ça qui est important, je vais contrôler ce que font les gens, mais pour contrôler aussi comment ils le font. Et on crée à ce moment-là ce que des auteurs ont appelé les entreprises comment, où tout est obsédé par comment les gens font. Et donc, on s'est mis à multiplier ce que disent très bien vos répondants, hein, multiplier les process, les normes, les procédures, les règles, les indicateurs, etc., etc. Mais il se trouve qu'à un moment donné, eh ben, l'effet produit est l'inverse. C'est-à-dire, vous procédez ainsi, vous multipliez ces process, un indicateur de performance, etc., 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 et finalement, tout ça finit par devenir une espèce d'amalgame contradictoire, une espèce de fatras bureaucratique, pour utiliser une expression que j'aime bien. Et du coup, bah, finalement, ça ne peut fonctionner que parce que ceux qui sont chargés d'appliquer toutes ces normes,
bon, vont faire preuve d'un peu de bonne volonté, vont décider de ne pas appliquer celle-ci, vont décider de ne pas appliquer celle-là, vont décider de mettre celle-là de côté, etc., etc. Ce qui veut dire que du coup, le fonctionnement de l'organisation est totalement lié à la bonne volonté de ceux qui sont censés appliquer ces fameux process normes dont parlent vos répondants. Et or, vous n'avez certainement pas attendu ce matin pour constater que la bonne volonté, c'est quelque chose qui se négocie dans les organisations. Donc, si vous poursuivez le raisonnement, vous allez voir que la surabondance, la suprématie, comme ils disent, des process, des normes, des procédures, a un résultat concret, c'est plutôt d'accroître la capacité de négociation de ceux qui sont chargés de les appliquer. Et je voudrais juste dire un mot. J'ai fait avec 2 de mes collègues, entre le mois d'avril et le mois de novembre, puisqu'on a terminé en novembre, une étude extraordinairement approfondie sur 9 organisations, 7 entreprises, la Banque de France et une grosse collectivité territoriale, une étude sur la façon dont avait été gérée effectivement la crise. Concrètement parlant, pas les vagues principes, mais concrètement parlant, qui a géré la crise? Eh bien, grosso modo, on a pu observer dans la quasi-totalité de ces exemples que c'est l'encadrement de proximité qui a géré la crise. C'est lui. Qui a été, comment pourrais-je décrire ça, l'homme clé, l'encadrant de proximité, l'homme clé de la continuation réelle de l'activité. C'est lui. Mais on voit bien qu'il a été capable de le faire parce qu'il s'est affranchi de lui-même, justement, de cette suprématie des process, des procédures, etc. Et il l'a géré, il l'a fait par la désobéissance organisationnelle, comme on dit, et personne, tout le monde s'est bien gardé de lui reprocher quoi que ce soit, parce que ça a permis de poursuivre l'activité. Et du coup, la question est posée, ben oui, c'est de dire, mais on s'est rendu compte que lorsqu'on n'applique pas ce fatras bureaucratique, les choses marchent aussi bien et même mieux que lorsque ce fatras bureaucratique existe. Donc aujourd'hui, il y a une question forte dans les entreprises, c'est est-ce qu'on est obligé de revenir à la situation antérieure ou pas? Et j'ajoute, par rapport, Bertrand, à votre question sur les managers, c'est que dans cette période de la crise, peut-être que chacun d'entre vous a pu observer, alors Bertrand a parlé tout à l'heure, je crois, de ce qu'on lisait sur LinkedIn ou je ne sais pas quoi, mais il y a des mots qui ont disparu du vocabulaire de la crise, c'est le mot leader, leadership. Là, on n'en parle plus, ça reviendra parce qu'il y a assez de gens qui ont intérêt à ce que ça revienne. Mais pour le moment, on n'en parle plus. Et on n'en parle plus. Pourquoi? Parce que le management intermédiaire est probablement celui qui a le plus disparu dans la gestion de cette crise, qui a eu le plus de mal à se positionner entre des directions générales qui ont eu pour mission à la fois d'appliquer les prescriptions gouvernementales et d'autre part d'utiliser leurs relations pour procurer à tous leurs salariés les EPI, enfin, les équipements de protection individuelle qui leur étaient nécessaires et un encadrement de proximité qui assurait la poursuite effective de l'activité sans trop se soucier des normes, des procédures, etc. etc. Et l'encadrement intermédiaire, ces managers ont eu beaucoup de mal à se positionner au milieu de tout ça. Donc, vous voyez, voilà un petit... quelque chose que la crise Covid est en train de faire évoluer. Et aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a 2 enjeux qui sont des enjeux forts dans les entreprises. Le premier enjeu fort qui est quid de l'avenir des fonctions support siège, j'essaie d'être un petit peu précis, qui sont les grandes émettrices de ces fameux process, normes et de leur suprématie, dont la crise montre l'inutilité, ou du moins la très faible utilité, que vont devenir ces fonctions. Et je peux vous dire d'ailleurs que sur l'échantillon d'entreprises que nous avons, que je ne vais pas citer, la décision est déjà prise de les réduire de façon drastique. Et deuxième question, des habitudes d'autonomie se sont prises à la fois de la part des salariés qui sont devenus beaucoup plus autonomes, en particulier ceux qui étaient en télétravail, mais pas seulement, et d'autre part, cet encadrement de proximité qui a joué un rôle absolument essentiel de continuation de l'activité. Quid du rôle de ces managers intermédiaires? Comment vont-ils pouvoir se repositionner dans l'organisation? Il y a là un enjeu
fantastique pour l'entreprise du futur. Oui, c'est vrai, François, que nous, on l'a observé également sur le terrain pendant cette crise. Les managers de proximité ont été plus que jamais en première ligne sur deux fronts, si je puis dire. Le front des opérations. Ils ont rendu possible, grâce à leur désobéissance, je mets ça entre guillemets, la désobéissance procédurale, ils ont rendu possible la continuation de l'activité de leur entreprise dans énormément de situations. Et le deuxième front sur lequel ils ont été, c'est le soutien en proximité des collaborateurs qui se retrouvaient du jour au lendemain isolés les uns des autres, et ils ont développé, je dois le dire, des trésors de disponibilité, d'écoute, d'attention. Alors il y a toujours, bien sûr, des managers, des exceptions managériales qui confirment la règle, mais pour l'immense majorité d'entre eux, ils ont été très proches des équipes pour les soutenir. Il y a un point, je voudrais qu'on revienne ensemble, François, parce que ça a été adressé à plusieurs reprises dans le chat. C'est la question de la coopération. Les gens sont intrigués quand vous dites que le silo est protecteur. Et moi, je connais votre point de vue sur le sujet, mais à l'inverse, on peut dire que la coopération n'est pas du tout naturelle. Et contrairement d'ailleurs sûrement à une idée reçue, comme quoi il suffirait de mettre les gens ensemble autour d'un but commun pour qu'ils se mettent à travailler de façon organisée, articulée, bah, vous, comme nous, chez Oasis, on dit que la coopération, ça s'apprend, ça se travaille, et l'organisation gouverne la coopération ou la décoopération. Vous avez un point là-dessus? Oui, je voudrais d'abord, avec humour, cher Bertrand, vous dire une chose. Parce que je me bats là-dessus en permanence. Ce dont je parle, ce n'est pas de mon point de vue. Ce dont je parle, c'est des résultats de recherche, ce qui est différent. Je ne dis pas ce que je pense. Quand je dis pas ce que je pense quand même. Voilà. Donc, moi, j'essaie de m'appuyer. Vous voyez, quand j'ai parlé, par exemple, de l'étude que nous avons faite avec mes deux collègues, eh bien, nous avons fait 500 entretiens qualitatifs. Si les gens qui nous écoutent se rendent compte de ce que ça veut dire, 500 entretiens qualitatifs. Donc, voilà, on essaie de constituer de la connaissance. Et c'est à partir de cette connaissance qu'on essaie de dire un certain nombre de choses. Alors, effectivement, je comprends très bien que l'idée de silo protecteur soit une idée qui surprenne. Alors, je vais essayer de l'illustrer à travers un petit exemple qui je crois, va permettre à tout le monde de comprendre. Quel est dans notre cher et beau pays, quelles sont les dernières organisations à fonctionner sur un mode quasiment purement taylorien, ou un mode taylorien pur, c'est-à-dire un mode en silo, segmenté et séquentiel? Eh bien, c'est l'administration publique, c'est clair. Et alors, j'ai envie de poser la question, moi, est-ce que vous avez déjà vu, certains d'entre vous, des fonctionnaires manifester entre République et Bastille pour qu'on change absolument leur modalité de travail? Non. Ils manifestent éventuellement pour conserver leur modalité de travail. Ce qui veut dire qu'ils ont parfaitement compris la fonction de protection de ce type d'organisation. Alors, c'est protecteur pourquoi? Mais c'est protecteur parce que vous ne dépendez de personne. D'un certain point de vue, vous êtes tout seul dans votre silo à faire ce que vous avez à faire. Eh bien, cette absence de situation de dépendance vous donne un confort remarquable au travail. Alors même que si vous dites aux gens, mais non, mais alors, moi, vous voyez, je vais là aussi essayer de l'illustrer. Comment ça se passe? Vous avez une entreprise, par exemple, qui va se dire, jusque-là, on met sur le marché un produit. Bien. Alors, mettre sur le marché un produit, c'est pas suffisant. On devrait mettre sur le marché, regardez si on ne peut pas mettre sur le marché des solutions plutôt que de mettre sur le marché des produits, et même si on ne peut pas mettre ce que l'on appelle sur le marché des solutions intégrées. Bien, chacun d'entre vous doit savoir à peu près ce que c'est que des solutions intégrées. Alors, vous allez dire, pour proposer des solutions intégrées, l'exemple type, si vous êtes un fournisseur d'électricité, vous vendez un produit qui est de l'électricité, point barre. OK, puis vous dites à un moment donné, mais non, parce que les gens qui achètent de l'électricité, c'est tout le monde. Vous vous rendez compte des datas que j'ai sur la population qui achète de l'électricité, c'est absolument extraordinaire. Je peux utiliser ces datas pour arriver à proposer quelque chose qui est bien plus rémunérateur que simplement l'électricité. Donc, je vais proposer de la domotique intégrée, et la domotique ne sert
ne cesse de faire des progrès. Ah oui, mais pour proposer cette domotique intégrée, il va falloir que je fasse travailler ensemble des gens qui, dans mon entreprise, ne travaillaient pas jusque-là ensemble. Les uns appartenaient à la filiale X, à la filiale Y, etc. Il va falloir que je mette tous ces gens à travailler ensemble. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas naturel du tout, du tout, du tout. Et vous avez raison, Bertrand, de me le faire souligner, la coopération, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, c'est quelque chose d'extrêmement coûteux, c'est humainement coûteux. Il est beaucoup plus facile de ne pas coopérer que de coopérer. C'est comme ça, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, coopérer, ça met en situation de dépendance, ça crée des situations qui sont ce que l'on appelle des situations confrontationnelles. Et par conséquent, le fait simplement d'expliquer aux gens, j'ai vu que revient dans le chat les questions du sens. Eh bien, c'est vrai qu'il faut du sens. Alors là, c'est pas moi qui dirais le contraire. Je crois que ceux qui ont fait la remarque là dans le chat du sens ont bien eu raison de faire cette remarque. Mais voyez, il faut que vous compreniez une chose dans les phénomènes humains. Si vous dites aux gens il faut coopérer, voilà pourquoi. Ce n'est pas une fantaisie quand je vous dis qu'il faut coopérer, voilà pourquoi. Vous donnez du sens en expliquant. Et l'acteur sera d'accord avec ce que vous lui dites. Mais le problème qu'il y a, c'est que dans les organisations, il y a une différence entre l'acceptation intellectuelle de ce que vous dites à des gens et le comportement de ces gens lorsqu'ils perçoivent concrètement les conséquences de ce qu'ils ont sur eux, de ce qu'ils ont intellectuellement accepté. Eh bien, ça n'est pas la même chose. Il ne faut pas leur dire qu'ils sont contradictoires, ils sont simplement des êtres humains. Donc voilà, le donner du sens est une condition sine qua non, ça n'est pas suffisant. Donc à partir de là, on revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure et on va se poser la question, mais c'est très bien, mais il faut, je vais utiliser un peu de jargon sociologique, il faut que je les mette dans une situation dans laquelle, pour eux, coopérer, ou d'une façon plus générale, faire ce que je leur demande, deviendra une stratégie rationnelle. C'est-à-dire qu'ils auront intérêt pour eux-mêmes à faire ce que je leur demande de faire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais y réinsister, excusez-moi, vous ne pouvez arriver à faire ça que si préalablement à ça, vous avez compris pourquoi ils ne le font pas. Vous avez, dans tout processus de changement, vous avez d'abord une démarche de connaissance. Il faut que j'acquière de la connaissance sur pourquoi les gens font ce qu'ils font. Et une fois que et d'ailleurs, vous avez eu la gentillesse, Bertrand, de citer mon dernier livre, eh bien, dans mon dernier livre, j'ai consacré 3 chapitres à comment on fait pour construire de la connaissance. Alors, vous faites vraiment le lien, hein, mais c'était prévu, entre nous sur le 3e volet de notre échange managérial. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis ça parce que souvent, on a reproché aux sociologues de décrire ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas, mais de ne pas passer beaucoup de temps sur le comment faire autrement. C'est justement, effectivement, l'objet de votre dernier livre. J'ai une double question pour vous, François, à laquelle je participerai à la réponse également. Comment rendre plus vivable le rôle du management et surtout, et sa conséquence, à quoi former les managers pour demain? Par exemple, on vient de parler de cette fameuse coopération qui est tout sauf naturelle. Est-ce qu'il faut former, par exemple, les managers à la coopération? Peut-on les former? J'ajouterais, ça fait beaucoup de questions, François, mais vous dites qu'il faut de la connaissance. Alors, est-ce qu'il faut revenir à des cours, à des choses beaucoup plus fondamentales avec les managers en matière de formation? Alors, là-dessus, par contre, je dirais que moi, je pars du constat que j'ai pu faire en enseignant moi-même, si vous me permettez ce petit mot d'humour, de façon un peu déraisonnable, il faut dire, pour avoir enseigné à la fois sur le campus de l'INSEAD, aujourd'hui à l'EDEC, avoir enseigné aux États-Unis, je ne sais pas où, partout dans le monde. Et donc, à partir de ce que j'ai vu des participants, ce qui est une autre façon de constituer de la connaissance, j'ai pu me rendre compte de ce que l'on peut enseigner, de ce que l'on ne peut pas enseigner, etc. Alors, dire qu'on va enseigner la coopération telle qu'elle, non, je ne crois pas. C'est-à-dire, la formation prescriptive ne me semble pas la bonne solution. Alors, on peut en discuter, hein, parce que là, vous voyez, on est sur une rubrique d'avis. Me semble-t-il, hein,
Je crois que aujourd'hui, une partie de la formation des cadres, telle que je peux l'observer, est partie dans une mauvaise direction. C'est comme ça arrive dans la vie de partir dans une mauvaise direction, c'est-à-dire qu'on est moins dans une direction de formation qu'on est parti dans une direction d'information. C'est-à-dire que ce que l'on donne au cadre, c'est une information sur les choses sont comme ceci, les choses sont comme cela, etc., plus un certain nombre de recettes qu'on va leur donner sur, voilà, si vous voulez faire ceci, faites cela, etc., etc. Bon, il me semble qu'il faut revenir vers des choses qui sont des choses plus utiles, du moins me semble-t-il. Et dans les choses que j'appelle les choses plus utiles, il y en a une qui pour moi est fondamentale, c'est former les gens à comprendre l'univers dans lequel ils sont. Parce que tous les univers humains sont des univers extrêmement complexes. Or, d'une part, la complexité, ça fait peur. Tant qu'on n'est pas capable de la décrypter, ça fait extrêmement peur. Et plus les gens ont peur de la complexité, et plus ils se réfugient dans des recettes. Parce que les recettes, c'est pas compliqué. On vous dit, voilà les 8 façons de faire ceci. Alors, le problème, c'est que les 8 façons de faire ceci, ça marche dans toutes les entreprises, sauf dans la mienne. Ah, ça, c'est dommage. Mais c'est comme ça, vous voyez. Ou les 9 façons de... Tout ça, c'est du blabla. En revanche, essayez de dire aux gens, bah, écoutez, voilà, vous vivez dans un univers complexe. Il y a des façons de décrypter les univers complexes et je vais essayer de vous montrer comment on fait et je vais essayer d'ailleurs de vous le faire appliquer, puisque moi, dans les séminaires personnellement que je fais, non seulement je montre aux gens comment on fait pour analyser et comprendre le fonctionnement des organisations complexes, mais en plus, je leur fais appliquer pendant le séminaire sur leur propre organisation. Et là, je dirais, ensuite, vous pouvez tirer le fil. C'est-à-dire, vous dites, bah, maintenant qu'on a bien compris comment on fait pour décrypter une organisation, si on veut la changer, sur quoi on peut agir, etc. Donc, vous procurez aux gens du raisonnement, vous procurez aux gens des concepts, des outils qui vont leur être fondamentalement utiles. Et d'ailleurs, je voudrais repréciser une forme d'utilité, Bertrand. C'est que moins les acteurs dans une organisation comprennent la complexité de l'univers dans lequel ils sont, et plus ils jouent fermés, si je peux m'exprimer ainsi. Ils minimisent le risque, ils font très attention à tout. Plus au contraire, ils maîtrisent un peu mieux la complexité de là où ils sont, et plus ils ont de capacité à jouer ouvert. Donc vous avez tout intérêt à ce qu'ils comprennent. Et bien cette compréhension, cette connaissance, ben, ça s'acquiert. Et d'ailleurs, je vais ajouter un point qui va peut-être choquer tout le monde, mais je vais le dire, et je ne cesse de le dire. Il y a des moments où apprendre, ça fait mal à la tête. Ça fait mal à la tête. Or, oui, mais nous sommes sur un marché de la formation dans lequel, oulalalala, si vous faites mal à la tête de quelqu'un, vous ne faites surtout pas ça parce que vous allez perdre des clients. C'est comme ça. Et donc, comme on fait des évaluations de la formation qui sont des évaluations à chaud, ben les gens apprécient si le chaud, mais cette fois-ci S-H-O-W, a été bien ou pas. Donc, dans les organismes qui font de la formation, il faut savoir jusqu'à quel degré de risque elles sont à même d'aller par rapport à ce qui devrait être, Oui. l'objet de la formation. Je vois que quelqu'un, Bertrand, Oui. dit, une personne dit, je n'entends rien. Mais c'est étrange parce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il entend Bertrand mais pas François, alors que vous parlez beaucoup plus que moi. C'est bizarre. Non, mais plus sérieusement, François. Non, je vous en prie. Plus sérieusement, vous dites, bon, il faut peut-être accepter que apprendre, ça fait mal à la tête. Ce qu'on comprend dans votre propos, c'est que dans la formation au management, il faut remettre des éléments de compréhension, des éléments d'analyse, et ensuite viendra le temps de l'action. Peut-être d'ailleurs qu'il faut aussi, nous, les consultants, remettre l'ouvrage sur le métier et être plus dans la formation à l'accompagnement sur le lieu de travail, sur le poste de travail du manager, plutôt que de l'enfermer dans une salle ou de l'enfermer, pire encore, devant son ordinateur pour avoir des formations à distance, même si le contexte nous y contraint aujourd'hui. Je pense qu'il y a effectivement des choses à revoir là-dessus. Mais ce que vous dites, évidemment, on ne peut que le valider, mais on peut comprendre que pour des cadres dirigeants, des managers intermédiaires, ce soit important de comprendre la complexité. Mais sur le terrain, les managers, ils se posent des questions très concrètes tous les jours. C'est comment j'arrive à hybrider, alors ils disent pas ça les managers, mais comment j'arrive à mixer le présentiel et le distanciel,
comment je me comporte dans une période de restructuration où dans mon équipe, il y a des gens qui vont perdre leur poste et d'autres qui vont devoir rester. Donc, à la fois accompagner ceux qui vont partir, remobiliser ceux qui vont rester, comment j'accompagne la performance collective et donc l'interdépendance des acteurs. Les managers de proximité, eux, je ne sais pas comment on peut vraiment les aider sur ces sujets-là. Cher Bertrand, vous voyez, vous avez utilisé une expression sur laquelle je vais réagir. Vous dites que les gens se posent des questions concrètes. Qu'est-ce que c'est le concret? Le concret, c'est la réalité. C'est la réalité qui est le concret. Le concret, ce n'est pas les principes abstraits qu'on enseigne aux gens. Le concret, c'est la réalité. Et moi, ce que je vous dis, c'est que si vous voulez répondre aux questions que vous appelez concrètes que se posent les gens, il faut leur donner les outils qui leur permettent de comprendre le concret. Sinon, vous voyez, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Et ce qui se passe dans les organisations, c'est que comme les managers n'ont pas souvent les moyens, parce qu'on ne leur a pas donné dans la formation, parce que tout ce que vous voulez, n'ont pas les moyens de comprendre cette complexité qui est extrêmement concrète, eh bien, ils se centrent sur les symptômes. Et ils essaient à chaque fois de résoudre les symptômes. Pas, moi, il y a des gens qui ont un absentéisme trop élevé. Comme vous dites, comment je fais pour essayer d'aider mon encadrement de proximité dans la tâche qu'il s'est fixée. Voilà, je constate par exemple, ce que tout le monde constate aujourd'hui, que les salariés d'une part et l'encadrement de proximité d'autre part ont appris de l'autonomie. Donc, comment moi, je vais me situer par rapport à cette autonomie qu'ils ont apprise et sur lesquelles on va avoir bien du mal à les faire revenir. D'ailleurs, est-ce souhaitable? J'en sais rien. Donc, à partir de ce moment-là, ben, vous allez leur apprendre à passer de ce que j'appelle du symptôme, ce que je vois spontanément, vous comme moi, au problème. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a derrière le symptôme que je vois? Et quand vous serez capable de les faire passer du symptôme au problème, alors vous leur donnerez une énorme capacité d'action concrète. J'ajoute un point. Je ne pense pas que dans la formation des managers, il doit y avoir que des sciences sociales. Je ne suis pas en train de dire ça. Dans la formation des managers, quand on les forme au marketing, à la finance, à tous ces domaines-là, ça va de soi. Hein. Je parle du secteur qui est le secteur que je connais. Merci François. Je vous propose qu'on donne la parole aux participants en utilisant l'onglet chat avec une question qui va s'afficher. À quoi former les managers demain? Et finalement, pour vous, quels sont ou quels seraient vos 2 sujets de formation au management pour 2021? Quels sont vos projets et quelles seraient vos priorités pour former les managers demain? On va laisser les participants répondre librement à cette question et puis on reprendra ensuite en synthèse pour aborder la 4e et dernière partie de notre échange. Alors, je suis en train de regarder les réponses qui s'affichent. Pardon. Alors, on a un acronyme. La CNV, je pense que c'est communication non violente, si je ne me trompe pas. Les former au feedback, management de collectifs répartis, écoute, digitalisation, management à distance, leur apprendre à se questionner, rechercher la profondeur et non la partie visible, appréhender, accompagner le changement, les former à l'analyse transactionnelle et à la théorie des organisations de Berne, communication, remise en cause, confiance, culture générale, formation au management bienveillant, learn to be, manager à distance, philo. Alors, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, mais on voit quand même effectivement, alors je pense que c'est aussi un feedback qui vous est fait, François, il y a quand même des retours sur les sciences sociales, hein, comprendre le système, etc. Peut-être que 2021 pourrait être une année de prise de recul, d'analyse, de retour à des formations sur la compréhension plus que simplement le comportement de surface. Ça peut nous rendre optimistes pour la suite, François?
Alors oui, bien sûr que ça nous rend optimistes pour la suite. Je veux juste revenir d'abord sur... alors moi aussi, j'ai lu tout ce qui s'affichait. Vraiment, je trouve ça... enfin, il y a plein d'idées, quoi. Moi, ce qui m'en optimiste personnellement, c'est de voir que quand les gens s'expriment, comme ils s'expriment sur ce chat, c'est vraiment beaucoup d'idées. Et c'est plutôt sympa que si tout le monde répondait exactement la même chose, quoi, grosso modo. Voilà, ça me paraît très bien comme ça. Alors, moi, il y a deux choses que j'ai vues qui sont intéressantes. Tout est intéressant, mais deux choses que je voudrais retenir. Quelqu'un a dit, il est formé à la culture générale. Ouais. Alors, moi, je serais vraiment d'accord avec ça. C'est véritablement, je rappelle la phrase du général de Gaulle envers l'armée de métier, qui disait quelque chose comme la première qualité d'un chef, alors on pourrait dire d'un leader aujourd'hui, même si ça a disparu le mot, c'est la culture générale, disait le général de Gaulle. C'est voilà, un homme qui d'ailleurs en avait beaucoup. Donc moi je serais assez d'accord avec ça. Et puis il y a quelqu'un qui a utilisé, une ou deux personnes qui ont utilisé l'expression les former à la confiance. Alors ça, je crois que c'est quelque chose d'utile. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de l'autonomie qui a été prise pendant cette période. Et qui dit autonomie, il dit il va falloir faire confiance aux gens et éventuellement leur faire plus confiance qu'on le faisait précédemment. Et la question de la confiance, à laquelle moi j'ai consacré un plein chapitre dans mon dernier livre, est une question difficile dans les organisations. Alors, elle est difficile d'ailleurs pour une raison externe, c'est que la France est une société de défiance. Ça a été décrit longuement, soit il y a longtemps par Alain Perfit, soit de façon plus récente par Yann Algor et Cahuc, qui ont écrit un livre sur le coût même de la défiance dans la société française. Alors, pourquoi la confiance est difficile dans les organisations? Il ne suffit pas de dire on va se faire confiance. Vous voyez, si vous dites dans une entreprise en France, faites-moi confiance, les gens se demandent ce que vous leur cachez, quoi, donc, nous sommes vraiment une société de défiance. Alors, vous voyez, si on part de l'idée, comment un manager peut-il capter la confiance de ses collaborateurs? Ça c'est un sujet extrêmement pratique. Eh bien, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'une condition pour capter la confiance de ses collaborateurs, ça consiste à rendre son comportement plus prévisible. Parce qu'on ne peut pas faire confiance à des gens qui sont imprévisibles. Ce que je veux dire par là, c'est si vous êtes un manager, que vous avez quelqu'un qui vient vous poser une question, vous lui répondez A, le lendemain, quelqu'un vous pose la même question, vous répondez B, puis sur le lendemain, vous répondez C, vous êtes complètement imprévisible, ce que l'on appelle erratique. Ce qui veut dire que si vous êtes un manager, il faut, pour capter la confiance de vos collaborateurs, que vous renonciez à l'incertitude de votre comportement. Alors, je sais que c'est dur quand c'est formulé comme ça, mais je voudrais vous signaler que renoncer à l'incertitude de son comportement, c'est ce que les philosophes appellent l'éthique. Un comportement éthique est un comportement dans lequel vous avez renoncé à être incertain et vous avez accepté d'être prévisible pour les autres. Donc, je dirais, voilà, si vous me parlez de management éthique, c'est ça le management. Ce management prévisible. Oui, mais pourquoi c'est difficile? Parce que il y a dire, Dupuis, il a dit ça, ok, parfait, je viens. Je vois quelqu'un me dit prévisible ou cohérent. Non, enfin oui, on pourrait dire ça d'ailleurs, parce que si vous répondez des choses différentes, vous êtes incohérent, etc. Donc je veux bien, j'accepte tout à fait. Je lis en même temps ce qu'il y a sur le chat, donc voilà. Mais pourquoi c'est difficile d'accepter d'être prévisible? Parce que les sociologues explique une chose, oui, c'était déjà expliqué dans le livre de Michel Crozier, le phénomène bureaucratique. Donc, c'est vous dire si ça fait longtemps qu'on sait ça. C'est que dans votre organisation, une partie du pouvoir que vous détenez tient à votre imprévisibilité. Et c'est comme ça. Hein. Et par conséquent, si on vous dit soyez prévisible, eh ben, ça veut dire que tout manager a quelque chose à faire et qu'il n'y a que lui qui peut décider comment le faire. Je n'ai pas de recette à proposer. C'est faire un arbitrage personnel entre la part d'imprévisibilité qu'il garde pour conserver le pouvoir qui lui est nécessaire et la part d'imprévisibilité à laquelle il renonce pour capter la confiance de ses collaborateurs. Vous voyez pourquoi c'est un problème difficile, cette question de la confiance, et pourquoi donc on ne peut pas apprendre aux gens la confiance en disant, voilà, il faut faire confiance. Oui, il faut faire confiance, d'accord, mais franchement, c'est quelque chose qui n'est pas
voilà, qui n'est pas spécialement facile. Merci François. On aborde la quatrième et donc dernière partie de notre échange. Il nous reste exactement 10 minutes. Mais on a commencé à l'aborder d'une certaine façon. C'est comment former maintenant. On a dit sur le quoi former et comment s'y prendre. Parce qu'il faut maintenant prendre en compte les contraintes de notre vie de tous les jours. Et pour le moment à durée non déterminée, c'est-à-dire priorité au distanciel et priorité à des formats courts, notamment en matière de formation. C'est difficile de tenir les gens attentifs, concentrés pendant plus d'une heure et demie. Donc, beaucoup des formats courts, du distanciel, beaucoup d'interactivité possible pour justement stimuler l'énergie, la motivation des personnes. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec ce qu'on a dit auparavant, reprendre du temps, se poser, se faire mal à la tête? Est-ce que c'est réaliste aujourd'hui de former les managers dans le contexte où on se trouve? Et j'ajouterais, en plus, on dit que il faut arrêter les recettes, le surf d'une mode à l'autre. Alors, comment s'y prendre pour former les managers aujourd'hui? C'est une question que vous posez à tout le monde, Oui, oui, bien sûr, François, pas qu'à vous. heureusement. Non, ben, parce qu'on se dit finalement, on pourrait articuler les actions de formation pour les managers sur trois choses. Première chose, c'est donner de la connaissance aux gens pour comprendre. En fait, ça consiste à reprendre ni plus ni moins ce que vous avez dit tout à l'heure. Deuxième axe, expérimenter in situ, parce qu'il faut aider les gens à faire sur le lieu de travail la simulation à distance ou à travers des jeux de rôle ou tout autre type d'exercice connaît aussi ses limites. Et le troisième axe pour nous, c'est le partage entre les pairs pour pouvoir se développer, mutualiser les bonnes pratiques, les meilleurs comportements. Mais comment y arriver avec un contexte qui aujourd'hui est ce qu'il est, ça c'est un petit peu plus difficile, je trouve. Et donc, c'est une question, c'est un échange qu'on a avec vous. D'ailleurs, on l'a également avec les participants en ligne qui réagissent. François, je vous ai perdu? Non, non, ah, non, non, Ah, pardon, je ne savais excusez-moi. pas si vous attendiez que Oui, je souhaite une réponse, si vous pouvez. D'accord. Alors, ben, votre question contient une partie de la réponse. Je ne reviens pas sur le contenu, puisque moi, enfin, je répète ce que je ne cesse de dire et pourquoi je me bats. Le contenu, ça doit aider les gens à comprendre l'univers dans lequel ils sont. C'est la façon que l'on a de permettre aux gens de beaucoup mieux se débrouiller, de beaucoup mieux jouer, de ne surtout pas toujours psychologiser les comportements. C'est quelque chose qui est une espèce de, comment dirais-je, de, de défaut majeur qu'il y a aujourd'hui dans toutes les organisations, pas spécialement les entreprises. Dès lors que l'on ne comprend pas pourquoi les gens font ce qu'ils font dans le système complexe dans lequel ils sont, on psychologise les comportements. On est tout petit déjà, quoi, grosso modo. Hein, voilà, il est comme ça. Et cette psychologisation des comportements a des conséquences absolument terribles parce que on agit sur les gens, on les culpabilise, on tout ce que vous voulez, etc. Donc voilà. Et quand vous comprenez le système lui-même, l'analyse systémique, qui est d'ailleurs suggérée par un certain nombre de personnes dans le chat, alors dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé d'en passer par cette psychologisation culpabilisante. On va le dire comme ça. Mais la question porte sur la technique, c'est-à-dire comment on fait aujourd'hui dans les circonstances dans lesquelles nous sommes pour arriver à former les gens. Alors, moi, j'avoue, cher Bertrand, que je me pose les mêmes questions que vous. Et je vais même prendre un exemple. Je suis en train de monter avec un de mes collègues, même deux d'ailleurs, un séminaire de formation sur, OK, comment anticiper et faire face aux risques du télétravail. Alors, petite parenthèse, quand je parle des risques du télétravail, je parle des risques que nous avons identifiés dans la grosse étude que nous avons faite et qu'aujourd'hui je ne vois nulle part. Dans les spécialistes à plein temps, j'en vois aucun qui ne nous décrivent les risques réels du télétravail. Donc, ça vaut la peine de former les gens à ça, d'essayer de leur apprendre comment on fait pour les identifier. Et c'est vrai que quand on se pose la question comment on va le faire,
Voilà, il y a des choses que l'on sait faire en distanciel. Alors, comment on peut faire un séminaire en distanciel? Mais moi, Bertrand, vous avez plus d'expérience peut-être que moi là-dessus, quand même. Je me dis, en matière d'exposé, jamais faire plus de 45 minutes d'exposé, c'est le maximum du maximum de ce que vous pouvez faire. Donc, vous êtes obligé d'alterner de façon tout à fait différente les apports que vous faites avec les pauses, etc., etc. Deux, on sait faire travailler les gens en groupe en distanciel. Alors ça, c'est un grand avantage parce que l'autre jour, moi, je faisais un séminaire dans un groupe. J'allais moi-même travailler dans un groupe. Il y avait des gens qui étaient, je crois, à Singapour. Il y en avait qui étaient, je ne sais pas où. Voilà, mais on arrivait à les mettre dans la même salle pour les faire travailler. D'un certain point de vue, ça, c'est un avantage. Et oui, il faut, tant qu'on est dans la situation dans laquelle on est, il faut utiliser la technologie, ce qu'elle nous permet, et surtout l'utiliser en n'excluant jamais le fait de faire travailler les gens sur les cas réels qui sont les leurs. Ça, voilà, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Bon, voilà, mais je ne suis pas du tout un spécialiste et moi, je suis, comme tout le monde, en train d'apprendre sur la question. Oui, en fait, là, on se rejoint tous et je regarde en même temps ce qui s'affiche dans les commentaires. C'est que, d'abord, je trouve que les contraintes développent l'imagination. En clair, le fait qu'on se soit retrouvé à distance et les logiques de continuation de l'activité nous ont tous obligés à faire preuve d'imagination pour trouver des solutions alternatives. Et donc, on voit aujourd'hui, si on parle de formation, et notamment de formation en management, on voit aujourd'hui des modalités se mettre en place avec des sessions qui durent effectivement 2 heures et demie, 3 heures grand maximum, mais entrecoupées, enfin, il y a un excellent mix entre des temps d'exposition, des temps d'interaction entre les participants, des exercices, des tests à distance, et surtout, comme vous le dites, faire travailler les gens sur leur situation réelle. Ça, c'est vraiment la clé. La deuxième chose, c'est qu'il y a probablement des actions de formation pour lesquelles il faudra faire preuve d'un peu de patience et attendre que les conditions sanitaires permettent de retrouver, j'allais dire, la vraie vie, en tout cas le terrain, et pouvoir accompagner les managers sur le terrain, parce que de notre point de vue, c'est la clé aujourd'hui, c'est d'être aux côtés des managers sur le terrain, qu'on soit dans une posture coach ou une posture consultant. J'ai vu, je vois à l'instant des questions qui s'affichent sur le thème coach, consultant, etc. Et voilà ce qu'on peut dire à notre sens aujourd'hui sur le devenir de la formation des managers. Ce qui est important, je crois, c'est de retenir un ou deux messages clés que vous avez exprimés. C'est retour, j'allais dire, aux fondamentaux de la connaissance, de l'acculturation des managers sur des sujets qui vont ensuite gouverner la suite de leur action. On arrive au terme de cet échange. François, je voudrais vous remercier infiniment. Je vais vous laisser un petit mot, bien entendu, maintenant, si vous voulez dire un petit mot aux participants. Auparavant, vous redire à quel point nous sommes ravis de collaborer avec vous. Et nous allons publier en 2021 l'Observatoire du Management. Donc là, je crois que ce sera la 8e édition. Et on sera ravis que vous puissiez y apporter votre contribution si vous le souhaitez. Merci beaucoup, François. Je vous laisse bien sûr dire un dernier mot. Oh, je voudrais juste dire un dernier mot en répondant très mal à une question qui m'a été directement posée sur le coaching. Euh, alors, moi, je suis comme tout le monde, hein, je constate l'explosion véritablement du coaching actuellement. D'ailleurs, quand je regarde la fonction des gens qui me demandent à rentrer dans ce qu'ils appellent le réseau LinkedIn, 80% sont des coachs. Hein, voilà, il y a donc une explosion de ce coaching. Alors, je pense que l'explosion de ce coaching, elle a deux causes. Hein. Moi, je me garderais d'insulter les coachs, comme je l'ai vu faire, en disant je ne sais pas quoi. Enfin, c'est des propos très durs sur le coaching. Ça ne sert à rien de tenir des propos durs sur le coaching. Moi, je dirais d'abord, c'est ce que vous avez dit, Bertrand, en début, dans votre introduction, quand vous dites, mais le stress est un problème énorme pour les managers aujourd'hui. Donc, que le stress, on essaie aussi de le gérer à partir d'un accompagnement. Ça, c'est pas quelque chose qui me choque. Et puis, il y a un deuxième sentiment que j'ai, mais je dois dire, ça n'est pas plus qu'un sentiment. Donc, ne le prenez pas pour plus véridique ou plus confirmé que cela.
Vous voyez, moi, je vois bien que la complexité fait peur aux entreprises, je le disais tout à l'heure, et plus la complexité fait peur aux entreprises, et plus elles individualisent les problèmes. Et donc, les problèmes qu'elles ne réussissent pas à résoudre à un niveau collectif, elles essaient de les résoudre à un niveau individuel, d'où le fait de faire coacher toujours plus de gens. Et donc, de ce point de vue-là, ma foi, le coaching, c'est un peu ce qui est en train de remplacer une action sur l'organisation elle-même, c'est-à-dire sur le mode de fonctionnement lui-même. Donc voilà ce que je pourrais, moi, essayer de répondre à cette question. Merci François, merci à tous. Il y a énormément de commentaires. Merci à vous tous, vous avez activement participé et donc contribué à la réussite de ce webinaire. À très bientôt, excellente fête. Au revoir. Au revoir.